Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Ce soir de novembre, les lustres dorés du château de Windsor scintillaient, projetant des ombres dansantes sur des visages figés par l'incrédulité. Ce qui aurait dû être un élégant banquet de charité célébrant des décennies de service royal allait se transformer en la plus spectaculaire démonstration de force que la monarchie britannique ait connue depuis des années. Car dans les 60 secondes qui allaient suivre, le prince William, futur roi d'Angleterre, allait commettre l'impensable. Ordonner personnellement à la fille de sa belle-mère de quitter les lieux, soutenue par la seule membre de la famille royale que personne n'ose défier, la princesse Anne en personne. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de jugement. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement du protocole. Il s'agissait d'un acte de défiance délibéré, destiné à révéler les failles qui minèrent les fondements même de la dynastie Windsor. Et au lever du soleil, le lendemain matin, l'image soigneusement construite de l'unité royale n'était plus que ruine. Mais qu'est-ce qui pouvait pousser un futur roi à une telle démonstration de pouvoir en public? Quel pacte ancestral était honoré? Et pourquoi la princesse Anne, la plus disciplinée des gardiennes de la monarchie, se tenait-elle aux côtés de William lorsqu'il traçait une ligne dans le sable de Windsor? La réponse se cache dans une lettre secrète de la reine Élisabeth II elle-même, des confrontations murmurées derrière les portes du palais et une guerre silencieuse menée pour l'âme même de la couronne britannique. Avant de dévoiler cette histoire extraordinaire de loyauté, de trahison et de règlement de compte royal, assurez-vous d'être abonné, car ce que vous allez découvrir bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur la monarchie moderne. Cette nuit-là, tout a basculé. L'atmosphère au château de Windsor était chargée d'une tension palpable. Les employés du palais s'activaient avec une rapidité inhabituelle, leurs expressions d'une neutralité professionnelle trahissant de fines fissures de malaise. La liste des invités à ce banquet de charité avait fait l'objet de vifs débats pendant des semaines, mais le roi Charles avait tranché. La fille de Camilla, Laura Lopes, y assisterait en signe d'harmonie familiale. Il s'agissait d'un geste symbolique, une démonstration publique de la coexistence pacifique qui régnait au sein de la famille royale recomposée. Modern, inclusive, progressiste. Mais pour le prince William, elle représentait quelque chose de bien plus dangereux. L'érosion silencieuse des frontières que sa grand-mère avait protégées pendant 70 ans. Dès l'instant où Laura fit son entrée dans le Grand Hall, vêtue de son élégante robe de soirée et souriant avec grâce aux dignitaires et aux mécènes, l'attitude de William changea. Ceux qui se trouvaient près de la table d'honneur décriraient plus tard son regard se plisser, sa mâchoire se crispait imperceptiblement. C'était le regard d'un homme qui avait déjà pris sa décision, peut-être des jours, voire des semaines auparavant. Le banquet se déroula avec toute la grâce orchestrée qui caractérise la monarchie. Des orchestres jouaient, des bougies vacillaient, des flûtes de champagne tintaient au rythme de toasts savamment synchronisés. Et pourtant, sous ce vernis d'élégance, quelque chose de fondamental se tramait. Laura Lopes, à son honneur, semblait totalement inconsciente de la tempête silencieuse qui grondait dans la salle. Elle engageait la conversation avec politesse, posait pour les photos, et se comportait avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui fréquentait assidûment les cercles royaux. Mais cette aisance, cette proximité décontractée avec la couronne, était précisément ce que William trouvait insupportable. À ses yeux, chaque photo, chaque conversation, chaque instant passé dans les salons de Windsor véhiculait un message tacite. La famille de Camilla accédait à des cercles réservés aux membres de la famille royale. Du haut de cette hauteur, il constata le dangereux délitement de siècles d'ordre soigneusement préservés. Au fil de la soirée, les conversations devinrent de plus en plus guindées. Les courtisans évitaient de croiser le regard de l'autre. Même les dignitaires étrangers aux subtilités de la politique de palais, présentaient que quelque chose clochait profondément. Vint alors l'instant qui allait marquer l'histoire royale. Guillaume se pencha vers son aide de camp, un homme de confiance qui le servait depuis des années, et lui murmura quelques mots mesurés. Son ton était calme, fermé, définitif. Aucune colère ne transparaissait dans sa voix, seulement de l'autorité. Quelques minutes plus tard, l'assistant s'approcha de Laura Lopes avec la plus grande discrétion. La conversation fut brève, presque empreinte d'excuses, mais le message était on ne peut plus clair. Sa présence n'était plus requise. Le hall semblait retenir son souffle. Laura hésita, la confusion traversant son visage. Était-ce une erreur? Un conflit d'horaire? Mais le professionnalisme de l'assistante ne laissait aucune place aux questions. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre royal.
Tandis que Laura était discrètement conduite vers un couloir latéral, l'air du château de Windsor devint presque suffocant. Aucun cri ne s'éleva, aucune scène ne se produisit. Mais le silence était assourdissant. Une démonstration glaçante que le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure. Discrètement placée près de la table royale, la princesse Anne observa toute la scène. Puis, au moment précis où Laura disparut de leur champ de vision, Anne fit quelque chose qui confirma les pires soupçons de tous quant à ce qui venait de se passer. Elle hocha la tête. C'était à peine perceptible, un léger mouvement de tête qui dura moins d'une seconde. Mais pour ceux qui comprenaient les rouages de la cour, ce simple geste était une véritable bombe. La princesse Anne, la plus intransigeante gardienne des traditions au sein de la monarchie, venait de cautionner publiquement l'acte de rébellion de son neveu. Ce n'était pas un acte impulsif. Ce n'était pas une erreur. C'était planifié, calculé et exécuté avec une précision chirurgicale. De l'autre côté du couloir, Lorraine Consort. Le visage de Camilla se décomposa. Elle était en pleine conversation avec un dignitaire lorsqu'elle apprit ce qui venait de se produire. Saphil, sa propre chair et son propre sang, avaient été exclus d'un événement royal, non pas à cause d'un scandale ou d'une quelconque indécence, mais simplement parce que le prince William avait décidé qu'elle n'y avait pas sa place. Pour Camilla, c'était une humiliation déguisée en formalité. Des années d'efforts pour tisser des liens, pour se faire accepter, pour intégrer sa famille à la famille royale. Tout cela réduit à néant en un instant tragique. Le reste de la soirée fut une véritable leçon de retenue à l'anglaise. Les sourires restèrent figés. Les conversations se poursuivirent. L'œuvre caritative fut dûment célébrée. Mais tous les présents dans la salle savaient qu'ils venaient d'assister à un événement historique. Une fracture publique au sein de la famille Windsor, censée être unie. Au moment où les derniers invités quittèrent le château de Windsor ce soir-là, l'équipe de communication du palais était déjà en pleine crise. Mais contenir cette histoire s'avérait impossible, car au matin, les murmures étaient devenus des gros titres, et les spéculations, un scandale, les racines de la rébellion. Pour comprendre la position radicale du prince William, il faut se pencher sur les années de tension latente qui l'ont précédé. Bien avant l'incident de Windsor, William était de plus en plus mal à l'aise face à ce qu'il appelait en privé le brouillage des frontières. Derrière ses sourires polis lors des réunions de famille, il nourrissait de profondes inquiétudes quant à l'intégration progressive des enfants de Camilla à la vie royale. Il ne s'agissait pas d'animosité personnelle envers Laura ou Tom Parker Bowles. William avait toujours été courtois, voire cordial, envers la famille de sa belle-mère. Mais la courtoisie et l'acceptation ne sont pas synonymes d'égalité, et cette distinction comptait énormément pour lui. William avait grandi en observant sa mère, la princesse Diana, évoluer dans les arcanes impitoyables de la politique de cour. Une femme de sang royal, pourtant traitée comme une personne jetable. Il n'ignorait pas l'ironie de la situation. Des décennies plus tard, des individus sans aucune ascendance royale bénéficiaient d'un accès privilégié et d'une influence considérable. Sa mère, elle, en avait été privée. Mais les préoccupations de Guillaume allaient bien au-delà de son histoire personnelle. Il croyait, avec une conviction quasi religieuse, que la légitimité de la monarchie reposait sur un fondement inébranlable, la lignée et non l'affection. Pas le mariage, pas les notions modernes d'inclusion. Le sang. Cette conviction fut renforcée par la personne dont l'opinion comptait plus pour lui que celle de quiconque. La princesse Anne. Anne avait suivi avec une inquiétude croissante l'ascension fulgurante de Camilla. Chaque photo de Laura lors d'un événement royal, chaque mention de Tom dans les cercles du palais, chaque normalisation subtile de leur présence. Anne y voyait un dangereux précédent. Et contrairement à son frère Charles, qui privilégiait l'harmonie à la hiérarchie, Anne refusa de se taire. Lors de conversations privées avec William, Anne avait été directe. Votre grand-mère a passé 70 ans à protéger ce qui rend cette institution sacrée. Lui aurait-elle dit, si nous laissons les liens du sang devenir négociables, nous trahissons tout ce qu'elle a construit. Ces mots trouvèrent un écho profond chez William, comme rien d'autre n'aurait pu le faire, car Anne ne parlait ni par ambition ni par jalousie. Elle ne désirait ni plus de pouvoir ni de reconnaissance. Elle parlait avec une dévotion pure et inébranlable aux principes, et dans une institution de plus en plus influencée par les relations publiques et les sensibilités modernes, une telle clarté de principe était rare. Ensemble, ils commencèrent à se percevoir non comme des rebelles, mais comme des gardiens. Les initiés du palais les surnommèrent plus tard les réformateurs silencieux, deux membres de la famille royale unis par leur détermination à préserver la tradition à une époque qui cherchait désespérément à l'abandonner.
Mais leurs préoccupations n'étaient pas uniquement philosophiques. Il y avait aussi des considérations pratiques. Chaque événement royal a une signification. Chaque photographie véhicule un message. Chaque apparition publique renforce certains récits tout en démentant d'autres. Lorsque Laura Lopes apparaissait lors d'événements royaux importants, cela envoyait un message clair au public britannique. Elle était présentée comme un membre à part entière de la famille royale et non plus seulement comme une personne liée à elle par alliance. William considérait cela comme une stratégie. Il pensait que Camilla s'adonnait à ce qu'il appelait la construction d'un héritage, normalisant avec soin et méthode la proximité de ses enfants avec la famille royale, afin que les générations futures les considèrent comme des membres légitimes de celle-ci. Et il n'avait pas tout à fait tort. Après avoir enduré des décennies d'hostilité publique et de diffamation médiatique, Camilla aspirait désespérément à être acceptée, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Elle souhaitait qu'ils soient perçus non comme des intrus, ou des sources de complications, mais comme des membres à part entière d'une famille royale élargie et modernisée. Chaque invitation, chaque photographie, chaque apparition publique remarquée s'inscrivait dans cette stratégie globale. Mais ce que Camilla voyait comme un apaisement et une intégration, William et Anne le percevaient comme une érosion et un danger. La tension montait depuis des années, se manifestant de manière subtile, liste d'invités sujettes à des querelles larvées, placements à table sources de débat, séances photos soigneusement orchestrées. Chaque incident semblait insignifiant, mais pris ensemble, il révélait un désaccord fondamental quant à l'avenir de la monarchie. Puis survint la rencontre de James dans la rue, moment où ce désaccord philosophique se mua en résistance active. L'accord secret. 3 jours avant le banquet de Windsor, le prince William et la princesse Anne se rencontrèrent en privé dans les appartements sécurisés du palais St. James. Cette rencontre ne figurait à aucun programme officiel. Aucun assistant n'était présent. Aucun document n'a été conservé. Mais ce qui s'est passé dans cette pièce allait changer le cours de l'histoire royale. D'après les sources qui ont reconstitué les événements par la suite, William et Anne ont conclu un pacte. Désormais, aucun titre royal, événement ou influence institutionnelle ne serait accordé à des personnes n'appartenant pas à la famille sans leur accord conjoint. Il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Ils établissaient ce qu'ils estimaient être des garde-fous nécessaires, des principes qui protégeraient la monarchie de ce qu'ils considéraient comme une dégradation insidieuse de son essence même, sa lignée sacrée. Anne, toujours fine stratège, exposa la situation avec une lucidité implacable. Votre père prend des décisions en fonction de son confort personnel et non de l'intégrité de l'institution, aurait-elle dit à William. Si nous n'agissons pas maintenant, la monarchie bâtie par votre grand-mère sera méconnaissable d'ici une génération. William n'avait pas besoin d'être convaincu. Il était arrivé à la réunion déjà déterminé à agir. Ce dont il avait besoin d'Anne, ce n'était pas d'une permission, mais d'un partenariat. Et dans cette chambre privée, sous les portraits d'ancêtres Windsor remontant à plusieurs siècles, ils ont forgé une alliance fondée sur une conviction commune. Ils l'appelèrent l'accord de St. James, bien que ce nom n'apparaisse jamais dans aucun document officiel. Il s'agissait d'un accord moral, d'un engagement mutuel envers les principes qu'ils estimaient incarnés par la reine Élisabeth II. L'accord comportait plusieurs dispositions essentielles. Premièrement, nul ne serait invité à des événements royaux officiels sans lien de sang, direct avec la famille Windsor sans consultation conjointe de William et Anne. Deuxièmement, toute extension des titres royaux ou reconnaissance officielle nécessiterait leur approbation, indépendamment des préférences du roi. Troisièmement, ils superviseraient conjointement la préservation de ce qu'ils appelaient l'intégrité de la lignée, veillant à ce que l'opinion publique ne perçoive pas clairement qui possédait un véritable statut royal par rapport à qui était lié à la famille par alliance. C'était audacieux. Dans tout autre contexte, cela aurait pu être considéré comme de la trahison. 2 membres de la famille royale établissant une autorité qui primait sur le jugement du roi. Mais William et Anne ne le voyaient pas ainsi. Ils estimaient agir pour défendre une institution plus importante que tout individu, y compris Charles lui-même. Ce qu'ils mettaient en place n'était rien de moins qu'une structure de gouvernance parallèle, un droit de veto officieux sur la politique royale qui resterait invisible au public, mais qui remodèlerait en profondeur les dynamiques du palais. Et ils allaient le mettre à l'épreuve. Dernier message de la reine. Mais la conviction de William et Anne ne reposait pas uniquement sur leur propre jugement. Ils bénéficiaient d'un atout plus précieux, la bénédiction, perçue comme telle, de la reine Élisabeth II elle-même.
Lors de l'examen commémoratif des archives personnelles de la reine Élisabeth, un audit privé mené après son décès, une lettre scellée a été découverte. Enveloppée dans du papier à en-tête signé de sa main, elle ne portait que 2 mots sur l'enveloppe. 4. Continuity. Au départ, les archivistes royaux pensaient qu'il s'agissait d'un document cérémoniel, peut-être d'une dernière pensée destinée à réconforter ses héritiers. Mais lorsque la princesse Anne en lut le contenu, elle comprit qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Un avertissement. Le texte exact de la lettre demeure secret. Mais d'après ceux qui en connaissent le contenu, la reine Élisabeth y évoque explicitement les dangers de laisser le confort se confondre avec le devoir et rappelle que les titres et les lignées sont des responsabilités sacrées et non de simples artifices affectifs. Surtout, elle y souligne que la légitimité ne s'hérite pas par association, mais par droit de naissance et par la persévérance. Pour Anne, ces paroles étaient prophétiques. La reine avait pressenti avec précision le dilemme auquel la monarchie était désormais confrontée. L'érosion progressive des frontières entre ceux qui sont nés pour régner et ceux qui y accèdent par le mariage. Anne garda la lettre secrète pendant plus d'1 an. Elle pensait que son message était un conseil et non un prétexte à un conflit familial. Mais après avoir constaté la normalisation de la présence des enfants de Camilla lors des événements royaux, après avoir observé la frustration grandissante de William, Anne prit une décision. Elle a partagé la lettre avec William. L'effet fut profond. William, qui était rongé par la culpabilité face à ses sentiments négatifs concernant la situation, se sentit soudain justifié. Sa grand-mère, la femme dont la vie comptait plus que tout autre, avait en quelque sorte confirmé ses craintes. « Tu as fait ce qu'elle aurait voulu », lui aurait dit Anne après qu'il eut lu la lettre. « Maintenant, tu dois aller jusqu'au bout. » Cette lettre devint leur pierre angulaire morale. Ce n'était plus seulement leur opinion, mais la volonté de la reine Élisabeth. Cette distinction revêtait une importance capitale au sein de la hiérarchie du palais. Lorsque le roi Charles apprit finalement l'existence de cette lettre, certaines sources indiquent qu'il en fut profondément ébranlé. Il l'interpréta non comme un conseil, mais comme un reproche. Un message d'outre-tombe remettant en question l'approche inclusive qu'il avait mis des années à construire. Pour Charles, qui avait passé sa vie entière à rechercher l'approbation de sa mère, cette lettre fut comme une ultime déception. Même après sa mort, elle semblait s'opposer à l'unité familiale qu'il désirait tant. Mais pour William et Anne, c'était une consécration. Ils n'étaient pas des rebelles. Ils étaient de fidèles serviteurs de la vision de la reine. Chaque décision qu'ils prirent dès lors s'inscrivait, à leurs yeux, dans la continuité de son œuvre. La lettre transforma leur alliance d'une conviction personnelle en un devoir sacré. Et ce sens du devoir allait guider William dans les épreuves à venir. La confrontation avec son père, la confrontation de Clarence House. C'était la veille du banquet de Windsor lorsque William arriva à l'improviste à Clarence House. Sa visite prit le palais totalement au dépourvu. Le roi Charles était en pleine période de préparatifs finaux et le protocole exigeait que de telles réunions soient programmées à l'avance. Mais William n'était pas là par simple formalité. Il était là pour poser un ultimatum. La confrontation commença calmement. William, impassible mais résolu, exposa clairement sa position. Laura Lopes ne devait pas assister au banquet de charité de Windsor. Sa présence à un événement aussi important était inappropriée et véhiculait une image négative de la hiérarchie royale. Charles, las de tensions familiales depuis des années et soucieux de projeter une image d'unité, a refusé. Elle fait partie de la famille, a-t-il insisté. Il s'agit de montrer que nous avons dépassé les anciennes divisions. Non, répondit William d'une voix posée. Il s'agit de maintenir la clarté. La monarchie ne se définit pas par nos préférences personnelles ni par nos choix matrimoniaux. Elle se définit par le sang et cette distinction doit demeurer absolue. La dispute s'est envenimée. Charles, défendant à la fois son épouse et sa vision d'une monarchie moderne, était de plus en plus frustré. Il reprochait à Guillaume de s'accrocher à des idées dépassées et de nuire aux relations familiales par simple symbolisme. Mais Guillaume resta inflexible. Il parlait non comme un fils, mais comme le futur roi, d'un ton empreint d'une autorité que même son père ne pouvait totalement réfuter. Puis, la princesse Anne entra dans la pièce. Son arrivée changea tout. Anne avait le don de faire abstraction des polémiques pour aller droit au but. Et lorsqu'elle parlait, c'était avec la même clarté qui avait caractérisé toute sa carrière royale. Le problème, Charles, c'est que vous prenez des décisions en fonction de votre bonheur personnel plutôt que de l'intégrité de l'institution. Maman avait compris la différence. William la comprend, et j'ai bien peur que vous... Non, c'était un constat accablant, rendu encore plus dur par son ton calme.
Charles tente de défendre sa position, mais il était désormais en minorité, non par la force, mais par la conviction. William et Anne représentaient un lien indéfectible avec les principes de sa mère. Camilla intervint au milieu de l'échange, tentant une médiation, mais elle se heurta rapidement au même mur inflexible lorsqu'elle implora sa compréhension, arguant que la présence de sa fille était inoffensive. William répondit avec une simplicité glaçante. « Il n'est pas question de mal. C'est une question de hiérarchie, et ça, c'est non négociable. » La confrontation a atteint son paroxysme émotionnel lorsque Camilla, submergée par la prise de conscience qu'elle menait un combat déjà perdu d'avance, a fondu en larmes et a quitté la pièce. Le silence qui suivit était suffocant. Pour la première fois depuis son accession au trône, le roi Charles se trouvait confronté à la défiance ouverte de son héritier et de sa sœur, une alliance si puissante qu'elle menaçait les fondements mêmes de son autorité. Finalement, cherchant une voie vers la paix, Charles proposa un compromis. Laura pouvait assister à l'événement, mais resterait en retrait, sans être mise en avant. William et Anne acceptèrent, mais seulement en apparence. En privé, William interpréta cela comme une permission tacite d'imposer ses propres règles si elles dépassaient les bornes. Le décor était planté, l'approbation hésitante du roi, le soutien indéfectible d'Anne et la détermination silencieuse de Guillaume créèrent les conditions idéales pour déclencher à Windsor les représailles. Dans les jours qui suivirent l'expulsion de Windsor, le service de communication du palais dut faire face à une crise sans précédent. Mais les attaques ne venaient pas de critiques extérieures. Elles provenaient de l'intérieur même de la famille royale. Des fuites soigneusement orchestrées ont commencé à inonder les tabloïds et les médias. Des sources anonymes au sein du palais dépeignaient William comme cruel et assoiffé de pouvoir. La princesse Anne était, quant à elle, décrite comme froide et vindicative. Le récit qui se construisait était clair. Guillaume avait humilié une femme innocente pour satisfaire sa vision archaïque de la hiérarchie royale. Le langage employé dans de nombreuses publications était remarquablement similaire. Des expressions telles que « reine consort émotive »,« traitement injuste » et « atmosphère tendue » revenaient fréquemment, suggérant une communication concertée plutôt qu'un reportage spontané. L'équipe de William a rapidement remonté la piste des sources. Plusieurs conseillers royaux, connus pour leur lien avec l'attaché de presse de Camilla, avaient été en contact avec des journalistes quelques jours seulement avant le début des fuites. Il ne s'agissait pas d'une indignation spontanée. C'était une riposte stratégique. Les gros titres clamaient « L'abus de pouvoir du prince William » et « Anne, la gardienne de la royauté dans la guerre froide royale ». Chaque article transformait l'incident de Windsor en une histoire de cruauté plutôt qu'en une affaire de principe. Le public, avide de drames royaux, dévorait chaque mot. Les réseaux sociaux s'enflammaient de débats. Les commentateurs disséquaient chaque aspect, la plupart sans saisir les enjeux constitutionnels plus profonds. Au sein du palais, c'était le chaos. Les hauts courtisans s'efforçaient de gérer la crise, mais chaque tentative de limiter les dégâts semblait aggraver la situation. Lorsque le roi Charles publia une déclaration soigneusement formulée, appelant à l'unité et à la compassion, la presse l'interpréta immédiatement comme une réprimande voilée à l'encontre de son propre fils. Le titre qui suivit, Charles prend ses distances avec les actions de William, déclencha une nouvelle vague de spéculation sur les dissensions au sein même de la monarchie. Camilla, quant à elle, était présentée par ses partisans comme la figure royale chaleureuse, incomprise et moderne, luttant pour humaniser une institution figée dans le passé. L'ironie était frappante. Celle que l'on avait jadis vilipendée comme la destructrice de la pureté royale était désormais perçue comme sa sauveuse spirituelle. Guillaume choisit le silence, conscient qu'un dialogue direct ne ferait qu'attiser les tensions. Mais en secret, il préparait une riposte bien plus puissante qu'une simple défense. Il s'apprêtait à se définir selon ses propres termes, la déclaration. Lorsque le prince William prit enfin la parole en public, ce ne fut ni par le biais d'un communiqué de presse défensif, ni par le biais d'une interview de gestion de crise. Il s'agissait d'une allocution télévisée officielle, du genre de celle réservée aux moments d'importance nationale. Assis aux côtés de la princesse Anne, William prononça ce qui allait devenir l'un des discours marquants de son règne. La monarchie ne repose pas sur le confort, mais sur l'engagement, commença-t-il d'une voix assurée et claire. Elle perdure non grâce aux relations personnelles, mais grâce à la responsabilité sacrée transmise de génération en génération par le sang et le devoir. Pour des millions de téléspectateurs, cela sonnait comme une vibrante défense de la tradition. Mais pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais, chaque mot était un message calculé.
La couronne ne s'hérite pas par l'affection, poursuivit William, mais par la lignée, par le service, par la persévérance de ceux qui sont nés pour la porter. Il n'a jamais mentionné Camilla. Il n'a jamais fait allusion à l'incident de Windsor. Il n'en avait pas besoin. Le message était on ne peut plus clair. À ses côtés, les discrets hochements de tête approbateurs de la princesse Anne en disaient long. Il ne s'agissait pas d'un fils s'excusant d'avoir dépassé les bornes. Il s'agissait d'un futur roi définissant ses principes. L'expression « attachement à la lignée » devint immédiatement le point central du débat national. Les traditionalistes la saluèrent comme un retour aux valeurs authentiques. Les modernistes la critiquèrent, la jugeant dépassée et exclusive. Mais pour Camilla, qui observait la scène depuis Windsor, ce fut un coup de poignard. Ce que le monde percevait comme une éloquence royale, elle le perçut comme un exil définitif. Ce discours confirma sa pire crainte. Quel que soit son titre, quelles que soient les années passées auprès du roi, sa famille resterait toujours marginalisée, tolérée, mais jamais véritablement égale. La réaction du roi Charles fut révélatrice. Les observateurs remarquèrent la tension dans son expression pendant le discours de son fils. La douleur d'un père tiraillé entre la loyauté du sang et l'amour qu'il portait à sa femme se lisait sur son visage. Il comprit alors que le sens du destin de son fils avait pris le pas sur sa propre prudence. William n'était plus seulement l'héritier. Il était devenu le porte-étendard d'une monarchie plus ancienne et plus inflexible. Des sources proches de Camilla ont révélé qu'elle avait quitté les lieux immédiatement après la diffusion de l'émission, se retirant dans la solitude. C'est sa couronne maintenant, aurait-elle confié à un conseiller. Il l'a clairement indiqué. Le Nouvel Order. Dans les semaines qui ont suivi le discours de William, la dynamique du palais s'est instaurée selon une nouvelle configuration, reconnaissante, même si cela n'a jamais été admis publiquement, que le pouvoir avait changé de camp. L'accord de St. James. Autrefois, un pacte secret entre William et Anne était devenu de facto la politique en vigueur. Les listes d'invités aux grands événements royaux étaient désormais soumises à des procédures d'examen supplémentaires. Les décisions concernant les titres et la reconnaissance officielle faisaient de l'objet d'un contrôle sans précédent. Le roi Charles, conscient de l'inutilité d'une lutte qui ne ferait qu'exacerber les divisions au sein de la population, se résigna discrètement à cette nouvelle réalité. Son règne serait défini non par la vision d'inclusion qu'il avait espérée, mais par un compromis avec des forces qu'il ne maîtrisait pas pleinement. Camilla se trouvait dans une situation inextricable. Reine consort de titre, mais son influence limitée. Ses enfants continuaient de maintenir une distance respectueuse vis-à-vis des événements royaux les plus importants, une distance désormais imposée par des règles tacites mais comprises. La princesse Anne, quant à elle, voyait son rôle s'accroître, devenant ce que les initiés appelaient la gardienne du protocole, une fonction qui lui conférait une influence considérable sur la direction de la monarchie sans nécessité de titre officiel ni de reconnaissance publique. Et William, il est sorti du scandale non pas affaibli, mais renforcé. Certes, il a essuyé des critiques. Certes, on l'a traité de cruel et d'insensible, mais il a aussi démontré une chose essentielle. Sa conviction et son courage de prendre des décisions difficiles pour défendre ses principes. Pour ceux qui allaient servir sous son règne, l'incident de Windsor fut un moment décisif. La preuve que le futur roi Guillaume V ne serait pas un monarque gouvernant par consensus ou par popularité, mais par un engagement indéfectible envers sa conception même de la monarchie. La leçon était claire. Dans la maison de Windsor, les couronnes ne sont pas toutes faites pour être partagées. Quelles conséquences pour l'avenir? L'exclusion lors du banquet de Windsor ne se résumait pas à une seule soirée ou à une seule personne. Elle soulevait une question fondamentale pour toutes les monarchies modernes. Des institutions ancestrales fondées sur la lignée peuvent-elles survivre à une époque qui valorise l'inclusion? William et Anne ont répondu à cette question par une déclaration retentissante. Oui, mais seulement s'ils refusent de compromettre leur nature essentielle. Reste à savoir si cette vision permettra à la monarchie de perdurer tout au long du 20 et 1e siècle. Une chose est sûre, l'avenir de la couronne britannique ne sera pas façonné par ceux qui cherchent à la moderniser à tout prix, mais par ceux qui sont prêts à défendre son principe le plus controversé, mais aussi le plus fondamental. La légitimité royale ne découle ni du mariage, ni de l'affection, mais d'une lignée ininterrompue remontant à plusieurs siècles. L'incident de Windsor a révélé une vérité que le palais s'était efforcé de dissimuler. Sous le vernis de l'unité se cache un profond désaccord sur la nature même de la monarchie et sur ce qu'elle devrait devenir. Dans ce clivage, le prince William a choisi son camp.
La question était maintenant de savoir si le public britannique et l'histoire elles-mêmes jugeront ce choix comme une conviction courageuse ou un entêtement tragique. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, lorsque William montera sur le trône, il ne le fera pas en roi ayant fait des compromis par souci de confort, mais en roi ayant combattu au prix de grands sacrifices personnels pour ce qu'il croyait juste. Et qu'on partage ou non ses convictions, c'est précisément ce genre de conviction qui définit un monarque. La monarchie ne sera plus jamais la même. Les camps sont désormais clairement définis. Et comme nous l'avons constaté, lorsque le prince William fixe une limite, même les rois doivent la respecter. Que pensez-vous de la position courageuse du prince William? Était-ce un acte de courage ou de cruauté? Pensez-vous que la monarchie devrait privilégier la lignée au détriment de l'inclusion? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous souhaitons connaître votre avis. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie des drames royaux aussi passionnante que nous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec tous les passionnés d'actualité royale et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation royale explosive. Activez les notifications pour ne rien manquer des derniers secrets, scandales et jeux de pouvoir au palais. L'histoire royale est loin d'être terminée et nous serons là pour vous informer de chaque rebondissement. En attendant, continuez à suivre l'actualité, continuez à vous poser des questions et souvenez-vous, dans le monde de la royauté, les apparences sont souvent trompeuses.